Bonjour tout le monde, je suis Marion du compte Instagram Mon Épargne et aujourd'hui on va se faire une petite FAQ avec les questions que vous avez sélectionnées directement dans ma dernière story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Alors du coup, on va commencer avec une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est quel conseil donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Alors bien sûr, avant de se lancer, c'est toujours mieux d'avoir des petits conseils, alors je vais vous donner les miens. Tout d'abord, si jamais tu veux commencer, je pense que c'est bien de ne pas tout de suite commencer avec le budget, les défis, les épargnes. Je pense que c'est bien de commencer déjà avec les défis budget. Tu peux faire le défi 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et déjà, ça va t'apprendre la logique de cette méthode des enveloppes. Et après, si jamais ça te plaît, et bien sûr, tu peux continuer avec le budget mensuel, puis les épargnes. Mais d'abord, je pense que c'est bien de fonctionner étape par étape. Un de mes conseils que je répète à tout le monde, c'est ne pas hésiter à poser des questions. Honnêtement, vous allez trouver un max de contenu sur Instagram sur les enveloppes budget. Il y a vraiment de tout. Vous allez pouvoir vraiment trouver les réponses à toutes vos questions. Bien sûr, si jamais vous comprenez pas un post, n'hésitez pas à poser des questions. Honnêtement, cette communauté, elle est super bienveillante. J'ai jamais vu une seule personne répondre mal ou ne pas répondre et envoyer chier la personne. Pas du tout. Tout le monde répond, est bienveillant et surtout ne juge pas. Alors n'hésitez pas à poser des questions, même des questions bêtes. Moi, honnêtement, au début, j'ai posé plein de questions bêtes, mais au moins, j'ai eu ma réponse et ça m'a permis d'avancer dans cette méthode. Surtout, ce qu'il faut éviter absolument, c'est vraiment un red flag, c'est épargner à outrance. Alors au début, vous allez vous dire, je vais épargner le max possible, me serrer la ceinture. Non, la méthode des enveloppes budget, c'est pas fait pour se serrer la ceinture. C'est fait pour bien vivre tout en épargnant. C'est pas en épargnant 1000 euros tous les mois que vous allez avancer. Pourquoi? Parce que tout simplement, au bout de 2-3 mois, ça va vous démotiver. Vous allez vous faire un craquage de l'espace et au final, tous vos efforts auront servi complètement à rien. Donc, il vaut mieux épargner peut-être une petite somme en début de mois, faire votre mois tranquillement et si jamais il vous reste de l'argent, réépargner en fin de mois. Mais ça sert à rien de mettre une énorme somme dès le début du mois et au final, pas gérer derrière. C'est pas le but. Quand on commence les enveloppes, on se demande tout le temps par quelle enveloppe commencer. Alors déjà, c'est simple. L'enveloppe par laquelle il faut commencer, c'est le fonds d'urgence. C'est obligatoire. Parce qu'en fait, c'est tout simplement l'épargne qui va vous servir pour régler vos galères. Votre voiture, elle tombe en panne, votre frigo pète, peu importe. Cette épargne, elle est super importante à mettre en place parce qu'en fait, elle va vous servir de parachute de sécurité quand vous avez une galère. Imaginons, vous avez une facture qui tombe de 400-500 euros, et vous avez juste à sortir l'argent de votre fonds d'urgence, c'est payé, pas de problème, pas de stress, et ça, c'est le meilleur. Pour moi, je pense qu'un fonds d'urgence, c'est entre 1000 et 1500 euros. Je pense que c'est bien pour régler déjà pas mal de soucis du quotidien. Si jamais tu commences à vraiment aimer la méthode des enveloppes budget, que t'as fait les défis, que t'as commencé à faire ton fonds d'urgence et que ça te plaît et que t'es motivé, alors c'est le moment pour faire ton budget mensuel. Alors bien sûr, le budget mensuel, il va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Au début, les 2-3 premiers mois, c'est assez compliqué à mettre en place. Moi, pour ma part, j'ai mis 3-4 mois, voire plus, à le mettre en place. Et en fait, une fois que tu as ta bonne base de charges fixes et de charges variables, ça va être franchement tranquille. Tu vas juste des fois devoir réajuster en fonction des fêtes, des anniversaires, etc. Mais pas plus. Moi, ma base, depuis que je l'ai faite, j'utilise la même depuis des mois. Et honnêtement, elle me convient. Je fonctionne tout le temps avec la même. Et maintenant, je me pose plus la question de comment faire chaque mois. Je prends la même qu'avant, je modifie et hop, c'est fait. Très important aussi, c'est se concentrer sur soi. Éviter de se comparer aux voisins, à la voisine. Madame a épargné 1500 euros en 2 mois. Monsieur a épargné 3000 euros en 6 mois. On s'en fout. L'important, c'est tes réussites, tes résultats et les efforts que tu as mis en place pour. Les épargnes du voisin ou de la voisine, on s'en fout. C'est toi, comment tu te sens avec cette méthode, est-ce qu'elle te convient et surtout, est-ce qu'elle te permet de réaliser tes objectifs. C'est ça le plus important. Faut se concentrer sur soi et sa méthode. Et bien sûr, mon dernier conseil, c'est de croire en soi. Alors, ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais c'est très important. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites la méthode des enveloppes budget, vous avez toujours un petit passage à vide. Ou par exemple, l'été, les gens partent en vacances et vous pouvez pas, parce que vous n'avez pas le budget pour. Alors bien sûr, c'est super démotivant. On a envie d'aller dans les magasins et de craquer tout ce qu'on a épargné. Oui, bien sûr, c'est des concessions des fois, mais les efforts vont payer par la suite, c'est sûr. Les efforts que tu mets en place aujourd'hui, plus tard, tu vas avoir les résultats. Peut-être que ça va mettre un petit peu plus de temps que les autres, mais c'est pas grave. L'important, c'est de croire en soi et surtout de garder cette discipline et ne pas la perdre.
Alors moi pour ma part j'ai commencé la méthode des enveloppes budget en juillet 2022 pour me faire ma petite enveloppe pour mes extras de vacances. Et ensuite, après juillet 2022, j'ai décidé en septembre 2022 de reprendre tout mon budget en main. Et du coup j'ai commencé par les enveloppes physiques. Parce que du coup je voyais plein de gens qui en parlaient. Et honnêtement les enveloppes virtuelles, je comprenais pas du tout l'intérêt. Donc j'ai commencé avec les enveloppes physiques. Au début je pense que je devais avoir 10 ou 12 enveloppes physiques. Et honnêtement, c'est un sacré boulot. Depuis janvier 2023, j'ai dû passer 90% de mes épargnes physiques en épargne virtuelle. Parce qu'en fait, c'était des épargnes à long terme et je n'avais aucun intérêt de les garder chez moi. Par exemple, mon fonds d'urgence, mon épargne Japon, les frais de copropriété, tout ça déjà se paye en ligne. Et du coup, j'ai préféré tout mettre en virtuel. Le problème pour moi, c'est le physique. Alors oui, bien sûr, des épargnes physiques, c'est en physique, c'est sûr. Mais en fait, c'est surtout d'avoir un classeur avec de l'argent dedans en espèces. C'est vraiment quelque chose pour moi qui était au quotidien pas très sécurisant. En fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, j'avais toujours peur parce qu'on sait jamais. Alors que non, bien sûr, les gens vont pas venir me voler dans mon classeur. Mais en fait, j'avais cette insécurité qui était très compliquée. Et du coup, j'ai préféré tout repasser en virtuel, comme ça je suis tranquille. Et maintenant, j'ai juste gardé mes enveloppes physiques, beauté, livres, santé, les enveloppes que je suis susceptible d'utiliser au quotidien. Et j'ai passé tout le reste en virtuel. Et honnêtement, c'est bien plus facile parce que c'est pareil. Avant, j'avais des enveloppes physiques, mais du coup, quand je devais calculer ce que je devais mettre par mois, si j'avais pas compté avant ce qu'il y avait dans mes classeurs, je m'en souvenais pas. Alors que maintenant, en 2 clics, je suis sur mon application, je regarde quel montant j'ai pour quelle épargne et je sais exactement où j'en suis. J'ai pas besoin de passer une demi-heure à recompter toutes mes enveloppes à chaque fois. Et ça, honnêtement, c'est un gain de temps phénoménal. C'était aussi compliqué parce que des fois, en début de mois, je devais aller retirer 300-400 euros pour remplir mes classeurs épargne. Et au final, quand tu retires une grosse somme déjà en début de mois, généralement, t'as un plafond. Tu peux pas retirer autant par mois que tu veux, c'est pas possible. Du coup, en fait, je déplaçais très vite mon plafond. Et vu que je faisais également les enveloppes du quotidien en physique, en fait, je pouvais retirer des fois que 2 fois par mois. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à remplir mes classeurs épargne en temps et en heure. Parce qu'en fait, je devais tout le temps attendre de récupérer mon plafond pour pouvoir enfin retirer. Honnêtement, devoir aller au distributeur. Après, tu retires une grosse somme. Après, tu dois tout répartir dans les enveloppes. Au quotidien, franchement, c'est super chiant. Moi, maintenant, je fais que avec des enveloppes virtuelles. J'ai juste à me faire des virements sur mes comptes, sur mes livrets. Et en 3 minutes, c'est fait. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que depuis février 2023, je suis devenue propriétaire. Alors, j'ai décidé d'acheter un appartement, ça faisait déjà depuis 2019 que j'y réfléchissais et que j'épargnais dans ce sens. Donc, je suis assez contente d'avoir pu acheter cet appartement. La question que j'ai reçue, c'est quels sont les avantages et les inconvénients d'être propriétaire. Alors, pour ma part, je suis récente propriétaire, donc j'ai pas forcément une grande expérience, mais je vais vous raconter mon expérience pour le moment. Alors pour moi, le plus gros avantage, c'est d'abord que c'est un investissement pour le futur. Moi, pour ma part, j'avais besoin de me loger, donc j'ai décidé d'acheter. Mais j'ai pour projet que plus tard, cet appartement me serve d'apport, et même si possible de faire une petite plus-value sur le prix que je l'ai acheté au départ, pour acheter peut-être une maison ou un autre appartement autre part. Après, honnêtement, c'est aussi une fierté personnelle. Moi, je suis super contente d'avoir réussi à acheter avant mes 25 ans. C'était vraiment l'une de mes priorités, par exemple, bien avant le permis. Je voulais vraiment avoir mon appartement et le permis, c'était secondaire, quoi. Alors que pour beaucoup de monde, c'est vraiment le permis et après peut-être possible l'appartement. C'est vraiment une question de priorité. En fait, je partais du principe où en investissant jeune, je pouvais ensuite passer au projet d'après, en fait. J'ai pour projet de beaucoup voyager. Et en fait, je me dis que au moins je peux voyager. J'ai mon investissement pour l'avenir qui est déjà là, c'est déjà fait. Donc maintenant, j'ai juste à suivre mon budget correctement, gérer mes épargnes et je vais pouvoir voyager tout en ayant un toit qui est à moi, c'est chez moi. Et ça, franchement, c'est top. Alors bien sûr, les avantages, on les connaît. Si demain, je veux repeindre ma chambre en rose pétant, rose Barbie, je peux faire ce que je veux, c'est chez moi. Tant que je touche pas aux murs porteurs qui soutiennent le bâtiment, on s'en fiche. Je peux faire ce que je veux niveau décoration, niveau peinture. Et c'est vrai que c'est quelque chose que quand t'es locataire, tu peux pas forcément faire tout ce que tu veux. Tu peux faire, mais après, il faut tout repeindre, boucher les trous, etc. Moi, si demain, je veux mettre 58 cadres au mur, juste à faire des trous et puis après je reboucherai les trous moi-même, c'est mon choix quoi. On va pas me retirer la caution. Alors du coup, les inconvénients de devenir propriétaire, il y a 2 parties. Il y a la partie financière et la partie mobilité. Parce que forcément, une fois que tu achètes un appartement, ta mobilité, elle est réduite. Tu viens de faire un crédit immobilier, donc forcément ça veut dire que tu vas rester
plus de temps dans la ville où tu viens de faire ton crédit, c'est logique. Quand tu décides d'acheter un appartement, tu dois payer les frais de notaire, les charges de copropriété, les taxes foncières, les futurs embellissements du bâtiment. Donc ça coûte cher. Donc ça, il faut le prévoir bien sûr. Et c'est là que la méthode des enveloppes, elle m'a grave aidée parce que du coup, j'avais commencé à prévoir les charges de copropriété, la taxe foncière. Donc forcément, en ayant anticipé à l'avance, du coup, cette étape, elle est passée tranquillement. Pour ma part, quand j'ai acheté mon appartement en février 2023, alors j'ai payé le notaire, j'ai payé tout ce que j'avais à payer, j'étais tranquille. J'avais les clés, j'étais contente. Sauf que là, la copropriété, elle m'a envoyé un petit message en me disant « Madame, vous nous devez 350 €. Sauf qu'une fois que tu viens de payer le notaire, la taxe foncière, t'as plus rien, t'as plus de sous. Mais heureusement, je savais que j'allais être propriétaire. Du coup, depuis septembre 2022, je commençais déjà à mettre de l'argent de côté pour cette taxe foncière. Je commençais déjà à mettre de l'argent de côté pour la copropriété. Et au final, j'ai pu payer cette facture de 350 € grâce à mon épargne que j'avais fait en amont. Et au final, j'ai pas été inquiétée, j'ai pu continuer à acheter mes meubles tranquillement sans être vraiment embêtée. Et du coup, la fameuse grande rumeur que j'entends partout, que être locataire, ça coûte le même prix qu'être propriétaire, pas du tout. Une fois que t'as fait le total sur l'année, forcément, ça coûte plus cher d'être propriétaire. Et bien sûr, il y a des responsabilités qui sont liées au fait d'être propriétaire, qui du coup sont bien plus importantes que d'être locataire. C'est logique. J'ai eu pas mal de questions qui me demandaient qu'est-ce que la méthode des enveloppes budget avait changé de mon quotidien. Alors pour ma part, la méthode des enveloppes budget, elle m'a permis déjà d'être bien plus sereine. Ça m'a apporté une tranquillité d'esprit incroyable. Maintenant, j'ai plus la question le 10 du mois, comment je vais terminer le mois, comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir me faire plaisir, est-ce que je vais pouvoir acheter tout ce que je veux. Maintenant, grâce à mon suivi budget, je sais exactement ce que je peux acheter, ce que je peux me permettre et du coup, c'est bien plus facile de gérer mon quotidien depuis que je fais cette méthode. Cette méthode, elle m'a aussi permis d'apprendre une nouvelle façon de consommer. Avant, j'achetais vraiment tout et n'importe quoi, des petits trucs fantaisie, un nouveau classeur, un nouveau cahier, je faisais vraiment n'importe quoi. Maintenant que j'ai un budget fixé, je respecte toujours mon budget, j'essaie de trouver le meilleur rapport qualité-prix, j'essaie de regarder si je peux pas récupérer de l'argent avec du cashback par exemple, j'essaie de regarder les avis, si c'est de la bonne qualité, si c'est de la mauvaise qualité, pour justement acheter quelque chose de qualité qui va durer, plutôt que d'acheter quelque chose sous l'impulsion et au final que ça fasse 2 mois et que ça se casse et que ça soit pas adapté à mes besoins. Et surtout maintenant quand je me fais plaisir, j'apprécie encore plus ce que je m'achète parce qu'en fait, je pense à tous les efforts que j'ai fait avant et franchement, c'est super gratifiant au quotidien parce que maintenant quand j'achète un truc, même un truc à 10 €, hein, je me dis ouais mais là j'ai bossé pour l'avoir. Genre vraiment j'ai mis mes efforts en place pour l'avoir. Alors c'est peut-être rien, mais honnêtement, c'est pour moi quelque chose de très important. Et du coup, la dernière question, c'est comment prioriser ses épargnes. Alors c'est vrai que quand on fait la liste de ses épargnes, on a plein d'épargnes et au final, on a envie, par coup de cœur, d'avancer sur les épargnes qui nous tiennent à cœur, mais il faut bien sûr commencer par prioriser les épargnes importantes. Alors comment on les définit? C'est très simple. On les définit par leur importance. Par exemple, une taxe foncière c'est important, les impôts c'est important, une régulation, élec, chauffage, ça c'est super important. Réparation voiture, c'est super important. Si jamais vous avez un projet d'achat immobilier, ça aussi c'est important. Vous pouvez également passer une épargne voyage. Imaginons que vous voulez partir à New York dans 2 ans, et ben ça fait partie des épargnes importantes. Vous pouvez également mettre, imaginons, l'épargne cadeau d'anniversaire ou l'épargne Noël, vous pouvez la mettre en prioritaire. Mais il faut surtout penser aux épargnes qui vont impacter votre quotidien. Si demain vous avez une facture qui vous tombe sur la gueule de charge de copropriété 350 €, ça c'est important. Il faut penser à tous les mois mettre pour. Parce que quand ça nous tombe dessus, ça fait mal. C'est pareil, les impôts. Vous savez à peu près combien vous allez payer d'impôts. Alors ça, faut y penser. C'est important de penser aux impôts parce que par exemple, quand on va vous dire Madame, vous nous devez 600 € et que vous n'avez pas prévu, ça va être très compliqué à payer. Surtout si vous devez utiliser votre fonds d'urgence. Si vous avez un fonds d'urgence à 1000 € que vous enlevez déjà 600 €, c'est compliqué par la suite. Ça se fait, mais c'est compliqué. Surtout que c'est quelque chose qui revient tous les ans. Donc, vous pouvez largement l'anticiper. C'est pareil, la taxe foncière, c'est tous les ans, vous pouvez l'anticiper. La régulation et chauffage, c'est tous les ans, vous pouvez l'anticiper. Noël, les anniversaires, c'est pareil, c'est tous les ans. Donc, tout ce qui est important, administratif à prioriser, ce qui revient tous les ans aussi, et après tout le reste, pour moi, c'est des épargnes diverses. C'est beaucoup moins important. Essayez surtout de prioriser les épargnes qui vont avoir un gros impact sur votre quotidien. Et comme ça, quand vous allez faire votre virement d'épargne, vous allez déjà commencez par vos épargnes prioritaires et du coup en début de mois ça va vous permettre de directement faire vos virements
pour vos épargnes prioritaires. Et si jamais il vous reste de l'argent sur votre budget mensuel ou bien que vous avez des revenus complémentaires, dans ce cas-là, vous allez pouvoir les mettre sur vos épargnes d'hiver. Mais toujours prioriser ces épargnes-là. Je pense que l'idéal, c'est de mettre à peu près 5-6 épargnes prioritaires, grand max. Parce que sinon, si vous en faites trop, vous n'allez pas réussir à avancer comme vous voulez et ça va être décourageant. Voilà pour moi, j'espère que ce concept vous a plu et qu'on en fera d'autres bien sûr. N'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte Instagram pour potentiellement choisir les prochaines questions de la prochaine FAQ. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute, c'était mon épargne.